Matryoshka. Une question sur la gauche que nous avions, pour changer un petit peu, monsieur. Un micro va venir vers vous. Oui, bonjour, merci pour le débat. À l'image des échanges, enfin des discussions sans fin sur le cloud, les clouds souverains, le cloud européen, vous semblez avoir dit tout à l'heure que le Web 3.0, enfin, ou le métaverse, pourrait être développé aussi en Europe. Enfin, CF, déclaration de notre président. Mais est-ce que les GAFAM et les BATX ne sont pas déjà tellement puissants financièrement, politiquement et troisièmement surtout en continuum de technologie que ce n'est pas eux qui vont définitivement de toute façon développer le Web 3.0 ? Donc une question très politique. Quelle est la place de l'Europe face à ces deux géants, donc le BATX, donc c'est tous les entreprises chinoises notamment, et qui sont très puissantes, et les GAFAM, on le connaît, c'est la puissance américaine. De toute façon, on sait très bien qu'on est dans une puissance américaine d'un côté et puis une puissance chinoise de l'autre. Quelle place de l'Europe ? Tout à fait. Moi, j'ai l'impression qu'il y a encore de la place parce que tout n'est pas développé, tout n'est pas prêt dans le métavers. Tout à l'heure, je citais la question des serveurs. Aujourd'hui, personne, en tout cas dans le monde du jeu vidéo, n'est capable de mettre plus de 100 personnes sur un serveur. Il y a 200 ou 300 millions de gens qui jouent à Fortnite, mais en réalité, quand ils sont sur les serveurs, il y a 100 personnes et ils sont obligés de tout répliquer. Donc, il y a encore du travail à faire au niveau techno, et du coup, il y a encore de la place pour moi, pour des sociétés européennes, pour inventer les technos qui permettront d'être beaucoup plus nombreux sur les serveurs. Il y a encore beaucoup de travail à faire sur l'intelligence artificielle qui permettra soit de créer ces mondes, soit de permettre des interactions avec de la reconnaissance de langage ou avec la création d'avatars, par exemple, aussi. Même si les casques, aujourd'hui, on a des casques qui viennent d'Asie, on a des casques qui viennent des États-Unis, on n'a pas tellement de casques de réalité virtuelle européens. Il y a des moments où ce qui sera important, ce sera le contenu. Et on a une création en Europe et en France qui est de très très bonne qualité et qui est saluée partout. J'étais au festival South by Southwest la semaine dernière à Austin, qui est un peu ce festival qui mélange tout, la création, la musique, le jeu vidéo, etc. Et il y a beaucoup de sociétés françaises qui sont là et qui sont primées parce que la création, elle est très particulière en France et elle est reconnue à l'étranger. Et après, il y a toutes les questions de gouvernance aussi. Et c'est vrai que c'est étonnant quand on voit les politiques qui utilisent les buzzwords, on se dit ouais, ok, c'est bon, ils veulent faire de l'audience. Et en fait, peut-être pas que. C'est qu'en fait, ils se rendent compte qu'il y a des vrais sujets et qu'il faut s'y impliquer. Donc, pour moi, il est pas complètement trop tard. Parce que sinon, on pourrait dire la même chose de l'industrialisation. Et quand on parle aujourd'hui de réindustrialisation de l'Europe, et on va dire, bah non, c'est trop tard. L'usine du monde, elle est en Chine, c'est fini. Ben, peut-être pas. Peut-être qu'il y a encore temps. Ouais, sur la plateforme de base, que j'imagine. Oui, question qui était plus sur la plateforme de base. Et juste pour rebondir sur la question de monsieur, c'est vrai que dans les exemples que vous nous avez donnés, on avait plus l'impression qu'il y avait de quoi s'engouffrer pour créer les objets. Mais je crois que monsieur parlait plutôt des tuyaux. Mais... Tuyaux et plateforme de base, comme une plateforme web, quoi. Oui, mais c'est là que la plateforme de base, il n'est pas certain que Meta, parce qu'il s'appelle Meta, gagne. Et qu'il y aura peut-être d'autres plateformes qui vont être créées ou peut-être qu'il y aura une espèce de plateforme universelle avec des contenus qui viennent de partout et pas de suprématie. Enfin, on espère qu'il n'y aura pas de suprématie de Meta ou des GAFAM en général sur le sujet, et c'est pour ça qu'il est important de le prendre en main pour moi. Mais moi, j'ai pas l'impression qu'il soit trop tard. Et c'est vrai que pour bien comprendre le métavers, il y aura plusieurs portes d'entrée. Je pense que c'est important de le dire. C'est-à-dire que Facebook a justement fait un coup de communication assez magistral en changeant son nom, on s'appelait Meta, comme étant finalement l'incarnation du métavers lui-même. Or, il faut bien imaginer que dans ce Web3, il y aura plusieurs portes d'entrée a priori. Il y aura des métavers même étatiques, des métavers avec différents acteurs qui vont offrir des portes et des accès. Et ça, je pense que c'était important à rappeler. Il y avait Laurence, attends, il y avait une question, et puis on laissera répondre Laurence à cette question. Tout à l'heure, on parlait du métavers. Et... Approchez bien le micro. Ok. Attendez, je sais plus ce que je voulais dire. Je réfléchis. Moi, en tout cas, j'ai 14 ans aujourd'hui. Enfin, pas aujourd'hui totalement, mais j'ai 14 ans. Et ça fait 2 ans que je vis dans la Covid-19, comme tout le monde ici. Donc j'ai vécu le début de mon adolescence, même une partie de ma préadolescence, dans la Covid-19, donc dans cette peur de l'attraper, dans cette peur du virus. On m'a toujours appris, du coup, depuis ces 2 dernières années, à ne pas trop toucher les gens, à ne pas trop les approcher. Je n'ai pas pu vraiment vivre des concerts entre amis, aller dans des bars. Il y a une sorte de peur du toucher qui est quand même très présente.
Et le métavers, en soi, si on arrivait à développer peut-être des serveurs qui accueilleraient plus de personnes en même temps, et aussi ce qu'on peut retrouver du coup dans Ready Player One, ou aussi un animé, parce que dans le monde japonais, il y a quand même énormément ça, par exemple Sword Art Online, des choses, du coup, des simulateurs de ressenti physique. En soi, si on avait ça et qu'on pouvait accueillir plein de personnes au même endroit, on pourrait vivre par exemple des concerts, comme vous l'avez dit, Déborah Papernik. Hier, vous êtes allé voir un concert de Orelsan. On pourrait aller voir des concerts dans le métavers, par exemple, où on serait du coup des milliers et on pourrait ressentir des choses, rencontrer des gens, sans forcément avoir peur d'attraper un virus ou de rencontrer des choses qui pourraient réellement toucher notre corps. Là, c'est quand même une très bonne question, parce que ça pose la question du corps. Alors, la question du corps physique que la technologie peine aujourd'hui à totalement remplacer dans les émotions. Et peut-être que demain, ce sera le cas. Mais... C'est marrant, je me suis justement posé cette question du toucher cette semaine. En France, depuis le Covid, moi, j'ai serré la main à personne. En fait, les gens ne tendent plus la main. On fait cette espèce de check, là, comme ça. Et la semaine dernière, j'étais aux États-Unis. Ils ont tous serré la main. Et j'étais hyper étonnée parce que moi, j'hésitais. J'avais presque envie de leur dire, bah, c'est peut-être pas obligé. Et je me dis, bon, alors, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que ce que je n'aime pas, c'est le toucher? Est-ce que c'est la sensation physique? Ou est-ce que j'ai acquis une peur d'attraper un virus, quel qu'il soit? Parce que ça peut être le coronavirus, mais ça peut être la gastro, ça peut être n'importe quoi. J'en sais rien. Je ne sais pas l'analyser aujourd'hui. Mais aujourd'hui, vous êtes quand même là, dans une salle, à vivre quelque chose que vous ne vivriez différemment si vous aviez juste allumé votre ordinateur. Et peut-être qu'on doit tous faire ce réapprentissage de la vie en proximité, avec peut-être des gestes barrières qu'on conservera parce qu'il continuera à y avoir des maladies qui circulent, graves ou pas graves. Donc il y a peut-être un juste milieu à trouver et un réapprentissage. Mais c'était important de rappeler justement le confinement. Vous nous parlez de votre expérience de vie depuis 2 ans. C'est ce que j'ai essayé aussi de faire dans la Société du Sans Contact, et je le disais au début de cette introduction, c'est à quel point cette pandémie a été un accélérateur des usages. Je ne suis pas du tout dans une volonté complotiste de dire que sont les GAFAM qui sont à l'origine de ça, loin de là, mais en tout cas ils en ont profité. Il y a eu une opportunité qui a été extraordinaire quand même pour toute cette numérisation du monde, et c'est vrai que ça pose des véritables questions dans nos usages, dans notre manière de vivre, où il y a eu peut-être 10 ans ou 15 ans d'accélération sur notre tolérance et notre manière de vivre la relation à l'autre, qui peut donc dépasser finalement le toucher, dépasser la sensation. Et c'est intéressant quand vous parlez justement du corps et du toucher, parce que pour l'instant c'est ce que la technologie n'arrive pas encore à reproduire. On l'a vu dans les images de Corée du Sud, on la voit, cette maman avec sa fille, on voit ce côté un peu très perturbant qu'elle a pu vivre. On a eu l'impression qu'elle avait sa fille devant elle avec les gants tactiles, mais elle ne l'a pas vraiment touché. Il n'y a pas eu ce moment de communion, ce moment de chair en fait, hein, ce moment et le jour où peut-être la technologie arrivera, on en est encore très 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 loin, mais en tout cas c'est peut-être recherché, le jour où elle arrivera à reproduire ou à donner l'impression de reproduire un contact tactile, là il faudra quand même s'inquiéter, je pense, sur l'avenir de l'humanité et de nos échanges. Laurent Salard. L'application qui a connu le plus de succès de téléchargement pendant le confinement était une application qui mettait en scène des corps en mouvement, qui est l'application TikTok. Et c'était assez intéressant d'observer ce déconfinement de cette application qui était plutôt réservée aux jeunes. Et donc voilà, vos observations sur la question du corps et du contact pendant cette période me rappelle qu'en effet, ce qu'on a cherché à regarder, c'était d'autres nous-mêmes qui bougeaient, qui dansaient, avec cette fonctionnalité aussi de pouvoir danser à plusieurs. Mais en vous écoutant tous à remettre à 2 mains ce qu'il faudrait essayer de penser dès aujourd'hui, ça me questionne. Et je me dis, depuis le début, en fait, on reste dans ce qu'on appelle une ontologie très dualiste, où il y a le monde physique, le monde numérique, comme un double. Et c'est bien le problème, en fait, de cette pensée très dualiste qui nous laisse penser que, justement, les questions écologiques, environnementales sont à côté de nous et nous ne sommes pas dedans. Voilà. Et donc, l'idée même de métaverse, elle reproduit cette ontologie dualiste entre un monde et l'autre, moi et les autres, l'environnement et les humains. Et il y a une proposition un petit peu
il y a plein de contre-propositions en ce moment du côté du Web 3 et des métaverses. Il y a notamment donc une proposition qu'on appelle le Web.0 en rappelant que Internet est le premier réseau décentralisé natif et donc on peut rajouter des couches de blockchain, de NFT. Ça ne rendra pas la chose plus décentralisée que ce ne l'a été à l'origine. Ça va juste les débarrasser de ce qu'ils appellent le bullshit crypto libertarien. Donc il y a tout un manifeste du Web 2 ou du Web 1.c c'est tout, qui est diffusé ces derniers temps. Et puis il y a aussi une proposition de pluriverse, en se référant aux apatistes qui ont justement mis en avant la pluralité des mondes et des ontologies et des relations en fait, que nous avons avec notre environnement, avec les autres. Ils appellent ça le pluriverse versus le métaverse, et donc qui essayent de travailler sur des ontologies. Enfin voilà, ils essaient de mettre en place peut-être dans ces mondes pluriverses ce qu'ils appellent une ontologie relationnelle et pas une ontologie dualiste. Où justement ce qui compte, c'est l'interaction, les interconnexions, mais entre tous, les humains, les non-humains. Voilà. Et voilà, donc c'était aussi pour rappeler que même du côté des métaverses, il y a aussi des propositions critiques et qui remettent en cause aussi ce dualisme et qui est un peu problématique, parce qu'on voilà, on voit bien que tout notre discours consiste à remettre à demain ce qui est un problème actuel, et dans lequel on ne peut plus se séparer de l'environnement, on ne peut plus séparer la data du minerai. En fait, il faudrait recréer un continuum pour repenser le problème dans toute son ampleur. Et pas, voilà, c'était une réflexion. Alors, on va arriver au terme de cette table ronde. Je ne sais pas, Sandra, je pense qu'en termes de timing, on a un petit peu dépassé, mais là, il faut peut-être pas tarder à accueillir peut-être une dernière question, si jamais elle émerge de vos échanges. Oui, allez, une dernière question. Merci. Moi, je voulais, comme une sorte de témoignage, et puis avec une question à la fin. Moi, j'ai pas mal sévi sur Second Life à une époque, et j'étais très étonné de ce que vous disiez, parce que pour moi, c'était pas du tout reproduire un monde à l'identique ou n'importe quoi. Moi, pour moi, c'était un monde d'ingénieurs et d'artistes, hein, où on était en perpétuel libertarisme, ce qui va très bien avec ma vie, puisque je suis plutôt de ce côté-là, et en invention constante. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est cette envie de globaliser, en fait, quelque chose qui attire un certain nombre de gens. Et effectivement, il y a des gens qui vont fuir leur vie pour essayer de se faire un avatar qui leur satisfait mieux, etc. Mais je ne suis pas sûr que ce soit une majorité. Et pourquoi globaliser ça, alors qu'en réalité, quand on a voulu quitter, parce que Second Life avait un avatar, c'est catastrophique, hein, le poids énergétique d'un avatar. Donc moi, c'est pour ça que j'en suis sorti, très clairement. Et puis ensuite, ce sont des communautés. À partir du moment où on se rend compte que la technique est limitée, ce qui est le cas de Second Life, les serveurs de base sont vraiment très anciens. Si on veut changer et aller, par exemple, dans la deuxième vie de Canal+, le deuxième monde de Canal+, ben, les communautés n'ont pas suivi. Exactement comme sur Facebook, quand on essaye de changer. Donc, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un petit peu pervers à essayer de vouloir toujours faire de quelque chose, d'une expérience qui réussit au niveau local, on va dire, comme tu disais, et puis le globaliser mondialement? Quand on parle de métavers et d'un métavers ou de plusieurs métavers avec des mondes persistants, une identité persistante, etc. Aujourd'hui, quand vous vous connectez à Internet ou quand vous vous connectez sur différents jeux, à chaque fois, vous avez un login, un mot de passe différent. Vous ne pouvez pas emporter votre identité, qu'elle soit ce que vous possédiez ou l'histoire de vos communications ou vos amis. Vous ne les emmenez pas d'un endroit à l'autre. Tout ça, c'est très différencié. Une des promesses évoquées pour le métavers, c'est que vous pouviez embarquer votre personnage avec tout ce qu'il comporte, ce qu'il possède, ce qu'il a acheté, ses communications, ses amis, d'un univers à l'autre. Et puis vous aurez parmi vos amis des gens qui iront jouer avec vous ou qui iront commercer ou qui iront faire des expériences diverses et variées dans le métavers avec vous, qui seront peut-être pas toujours les mêmes, qui feront partie quand même de l'ensemble de vos amis, et avec peut-être un seul point d'entrée qui sera votre identité personnel. Mais ça n'empêche que tout le monde ne sera pas ensemble surtout. Et quand je parlais de serveurs, je parlais en particulier du cas précis de jeux du type Fortnite, où on nous fait croire en fait qu'il y a des millions de gens. Et en fait, oui, il y a des millions de gens qui y jouent,
Mais ensuite, serveur par serveur, ils sont pas tant que ça. Donc en fait, vous êtes avec vos amis, vous serez peut-être pas avec tous vos amis sur le même serveur, vous pourrez peut-être pas échanger avec eux, mais dans le futur, vous aurez probablement cette possibilité de rencontrer des gens plus variés ou d'emmener tous vos amis au même endroit. Et ça renvoie finalement, puisque vous parlez de ce faux semblant, d'avoir cette promesse d'être en connexion avec plein de gens et finalement un nombre de personnes assez réduit. C'est exactement ce qu'on vit sur les réseaux sociaux avec ces effets filtres, ces effets bulles où on a l'impression de parler à une communauté de X milliers de personnes, mais au final, notre message finalement est-il adressé qu'à un tout petit pourcentage de cette communauté. Et on en revient, et ce sera peut-être le mot de la conclusion, puisqu'on parlait de liens intergénérationnels, avec parfois cette illusion des échanges numériques qui nous donne l'impression de parler à tout le monde, alors qu'au final, on ne sait pas vraiment à qui on parle, ou on parle à des gens qui nous ressemblent, qui ont les mêmes préférences, qui ont les mêmes goûts que nous, qui peut parfois éviter cette rencontre avec l'autre, alors que dans les échanges réels, comme on a pu vivre à l'instant même, ce sont des individus qui ont peut-être été de passage, comme ça ici à Grande Contrôle, qui ont vu de la lumière, qui sont rentrés ici, qui se sont assis, qui ont écouté une conférence, et tout cela n'était pas programmé, tout cela était le hasard et la fameuse poésie de la rencontre. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Merci. Alors, en termes de ressources, je renvoie au dernier ouvrage coécrit par Laurent Salard, Alexandre Monin et Nicolas Nova qui s'appelle Écologie du smartphone. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Laurent Salard, je crois que vous faites une petite signature d'ailleurs de cet ouvrage-là avec Alexandre dans la poursuite de cette table ronde. J'aurai le plaisir aussi de signer le livre de la Société du Sans Contact qui a ouvert cette petite conférence. Vous rappelez aussi en termes de ressources, puisqu'on a beaucoup parlé de métavers, que c'est un objet très complexe à comprendre et qui provoque finalement de multiples réflexions à la fois sociologiques, économiques et philosophiques. Je vous renvoie à une émission que j'ai le plaisir d'animer aussi sur France Culture qui s'appelle Le Meilleur des Mondes, qui est disponible en podcast, et on parle beaucoup justement de ce métavers, et pour bien le comprendre, pour bien le cerner, on a souvent besoin d'un peu plus d'une heure. Mais merci Déborah d'avoir été avec nous. C'est pas tout le temps qu'on a justement des acteurs et des actrices du marché qui peuvent nous parler de l'intérieur des machines. On a souvent tendance à avoir des gens, et on adore parler avec des journalistes ou avec des chercheurs, mais finalement nous sommes que des analystes d'un objet. Et là, on avait la chance d'avoir quelqu'un qui les fabrique ou qui participe à cette fabrication. Merci à vous toutes les deux et merci à vous. Matrioche.